Salut tout le monde, c'est Starter. On se retrouve pour un nouveau débriefing du Grand Prix de F1. Pour ce troisième rendez-vous, direction Portimao pour le Grand Prix du Portugal. Déjà visité l'année dernière, le tracé rapide de 4 km 635 est un vrai toboggan où le dénivelé évolue très rapidement. Un vrai défi pour les pilotes. Petite nouveauté, si on peut dire ça, c'est l'ajout d'une deuxième zone de DRS. C'est un plaisir de retrouver Portimao. J'adore cette piste qui nous a proposé déjà une belle course l'an passé, avec une météo un peu délicate et un premier tour de malade. Entre Sainz qui prend la tête de course, Raikkonen qui nous fait une remontée, franchement j'avais adoré, je sais pas vous. D'ailleurs, la piste fait encore parler d'elle. Avec son grip qui est encore compliqué, et en plus ça évolue vite avec cette chaleur, et aussi le vent qui est un autre facteur qui à prendre en compte pour le week-end. Cela rend le travail compliqué pour les équipes et les pilotes. Déjà, pour le travail des voitures, pour les pneus, c'est bien simple, il est facile de décrocher en piste. Surtout au niveau du virage 14, où plusieurs voitures ont visité les extérieurs. Et en plus, ce virage 14, il faut savoir une chose, il est vraiment important. Car c'est celui qui conditionne la dernière section du circuit. C'est-à-dire tout le virage 15, cette grande courbe qui est prise à fond, jusqu'à la remontée de la ligne droite des stands. C'est bien simple, vous faites la moindre erreur au 14 ou si vous croisez du trafic, c'est fini. Vous perdez mais du temps précieux. C'est pour ça que ce Grand Prix s'annonce très particulier. Et bien sûr, il fallait s'y attendre à Portimao. Déjà l'année dernière c'était le cas aussi. C'est les limites de la piste qui sont sous étroite surveillance. Parce que l'année dernière, on a eu sur la journée du vendredi 125 chronos annulés. C'est énorme. On n'a plus le même cas de figure pour cette course et il faut reconnaître que les pilotes ont vraiment fait l'effort de ne pas abuser des limites. Ils ont juste cherché leurs limites avec leur voiture et ça a bien fonctionné pour certains. Mais bon, il est temps de se pencher sur ce Grand Prix et de revenir sur les moments qui nous ont marqués. Et pour ça, on commence avec les qualifications. On va commencer de parler des qualifications avec tout d'abord les résultats qui s'affichent. Valtteri Bottas en pole pour la 17e fois en carrière devant Lewis Hamilton pour 7 millièmes d'écart. On va en reparler. On retrouve les Red Bull sur la deuxième ligne avec Max Verstappen et Sergio Perez. Suivant ensuite Sainz et Ocon sur la troisième ligne. Norris devance Leclerc et Gasly et Sebastian Vettel ferme le top 10 et c'est sa première fois en Q3 cette année. En deuxième partie du tableau, la belle performance de George Russell, 11e avec sa Williams devant Giovinazzi et Alonso. Tsunoda devance Raikkonen et Ricciardo, suivi de Stroll et Latifi, et les As sont en dernière ligne. Bon, mettons les pieds dans le plat. C'était serré tout au long de cette qualification pour essayer de se placer au plus haut de la feuille des temps. Et quand vous avez 15 pilotes, oui 15 pilotes qui sont dans la même seconde, les places coûtent cher. Vraiment. Et c'est ce qui s'est passé pour Daniel Ricciardo, éliminé dans cette première partie de qualification. Impossible pour l'Australien de McLaren de mettre en travail ses pneus tendres dans son deuxième run. Impossible. Et surtout, le dernier secteur lui fut fatal. Je vous le disais en introduction. Et très honnêtement, c'était une surprise de voir le pilote australien très loin sur la grille. Oh oui, c'est une énorme surprise. Ce qui nous a marqué aussi, et toujours sur les pneus, c'est le travail qui doit être fait pour les chauffer et les préparer. Pirelli a apporté ce week-end la gamme la plus dure de ses pneus, c'est-à-dire les C1, C2 et C3. C'était déjà le cas l'an passé pour information. Nouvelle piste, on ne connaît pas, on ne prend pas de risque. Bon là, de ce fait, on a vu chez certains pilotes au moins 2 tours de préparation pour mettre en condition les gommes. Ah oui, sinon le chrono, il ne parlait pas. Alors c'était pas le cas pour Max Verstappen. Ça c'est intéressant parce qu'il n'a fait qu'un seul tour de préparation. Et franchement, c'était le coup de poker qu'il fallait tenter. Dans son premier run de Q3, il avait fait un premier chrono de 1:18:209. Ah, c'était la pole assurément et facilement. Je dis que c'est un coup de poker dans sa préparation de ses gommes, parce que malheureusement, il se prend un coup de raquette au 4e virage, envoyé en dehors de la piste. Résultat, chrono annulé. Ah, ça nous l'a fusillé faire ta peine. Mais vraiment, tout était à refaire pour lui. Le deuxième run ne lui a pas vraiment permis de se rapprocher de sa première tentative. Et pire,
Il était gêné par le trafic. On l'a vu vraiment frustré en sortant de sa voiture. Et même en parlant à Pérez, pousse-toi la caméra, merci. Ah non, le Hollandais, il était vraiment dans le dur, hein. Ah oui, oui. On en reparlera de Verstappen de toute façon. Verstappen, on va y revenir après. On va maintenant se concentrer sur la première ligne qui a été verrouillée par les Mercedes. La première fois depuis le Grand Prix de Sakir l'année dernière. Et surtout, c'est l'écart qui les sépare. Il y a 7 millièmes. Bottas a privé la pole Hamilton pour une infinité. Et qui l'aurait cru? Ce que le Finlandais a fait, c'est de progresser doucement et sûrement dans la hiérarchie. On était plus concentré sur ce que pouvait faire Hamilton ou Verstappen. Ah ça oui, on était vraiment concentré sur eux. On était plus sur ce duel que sur le Finlandais qui s'est invité dans le jeu de la pole. Et c'est intéressant. Ah oui, parce que Bottas qui se fait dégommer sans rien demander par Russell à Imola il y a 15 jours. Et qui vient signer le meilleur temps de la séance. Tranquillement et sans qu'on le voie venir. C'est fort. On est tellement fixé, je le redis, on est tellement fixé sur ce duel Hamilton-Verstappen à toutes les sauces, en long, en large, en travers. Pas de chance, c'est pas la bonne voiture qui fait parler. Remarquez, tant mieux, voyez-vous, parce que c'est le genre de coup d'éclat qui peut nous offrir sur certains circuits le Bottas. Ce que l'on voudrait voir tout le temps de sa part, en fait. Alors c'est une bonne performance, c'est une surprise, ça fait plaisir. Et en ce qui le concerne, bon, on parle de Bottas, mais parlons de Russell et de sa Cleo Williams, qui signe le 11e temps de la séance. Une petite victoire pour l'anglais et Williams. Ça fait plaisir à voir, déjà de ce qu'il fait avec cette voiture, et je le répète, j'espère que ça va continuer comme ça pour lui. Une autre performance à noter, c'est celle d'Antonio Giovinazzi, qui se qualifie 12e avec son Alfa Romeo. Ce qui montre également qu'il y a du progrès chez l'Italien. Et ça aussi, ça fait plaisir. Bon allez, assez parlé de la qualification. Je vous donne la grille de départ, et on se retrouve juste après pour parler de la course. Il y a toujours du vent à Portimao, un peu moins que les jours précédents. Pas de pluie, du soleil, une bonne course en perspective. La course commence mal pour les Alfa Romeo qui s'accrochent, et du coup, c'est l'abandon de Raikkonen. Bon, il va pas nous refaire le premier tour de 2020. Du coup, la safety car va rentrer en piste, et la relance est à surveiller de près chez les leaders. Et surprise! Bottas a réussi à endormir Hamilton. Tellement endormi que ça a permis à Verstappen de prendre le meilleur sur le Britannique. Et ensuite, c'est une course d'attente qui se met en place. Ah oui, l'attente va être longue. Enfin bon, nous trois furieux n'ont pas envie d'attendre. Hein. Bottas veut échapper, Verstappen veut le passer, et pour Hamilton, c'est pareil. D'ailleurs, Verstappen est le plus pressé en mettant la pression sur Bottas, jusqu'à surchauffer sa gomme et glisser au virage 14. Ouais, ce fameux virage 14. Et Hamilton, il va en profiter pour le passer et s'imposer au premier virage. Mais bon, là, on a eu la surprise de voir Verstappen ne pas le lâcher, qui a voulu malgré tout reprendre sur le pilote Mercedes. Encore une envie de passer dans un trou de souris. Mais Hamilton l'a tassé. Un air de déjà vu. Et puis Hamilton n'a pas envie de rester derrière son coéquipier. Et force de constater qu'au moment, justement, qu'Hamilton dépasse Bottas, eh ben c'était pas dans la facilité. Ah non, Hamilton a dû forcer le passage pour prendre le leadership de la course. Il ne s'est pas laissé faire Bottas. Oh que non. Et juste après, on a attendu. On a attendu que quelque chose se passe. Ouais, il n'y a rien qui se passe. Prenez un café, une bière, un Ricard. D'ailleurs, les leaders vont s'arrêter très tard dans leur stratégie. Hein. Quand on a dit que l'on peut faire un Grand Prix demi avec cette gomme médium, on va se faire chier. Bon, le premier à s'arrêter sera Verstappen pour tenter un undercut sur Bottas. Bon, ça va pas marcher. Sauf que Bottas glisse au moment de sortir des stands parce que sa gomme n'était pas prête. Ah, c'est ça quand tu chauffes les pneus durs.
comme l'a fait Verstappen un tour à fond. Hein. Si t'as pas le temps de chauffer, bon bah, hop. Résultat, le Hollandais pardon, est passé et est parti chasser Hamilton. D'ailleurs, Hamilton s'arrêtera aussi pour suivre la même stratégie. Ça a laissé la tête de course à Sergio Perez, qui a mené la course avec sa Red Bull. Et quand on sait comment Perez sait tenir sa gomme en course, on s'est juste demandé quand il allait s'arrêter. Ah bah limite, on s'est tous dit qu'il allait faire son arrêt à Barcelone. Bah oui, allez, gagnons du temps comme ça, on économise. Bon bah sa stratégie, qui était de durer 40 tours plus 10, ça aura marché mais pas longtemps, hein. Il s'est fait rattraper par la police Hamilton. Ah bah, il s'est fait rattraper mais il s'est fait bouffer direct. C'était bien essayé, en vain. Et puis, Hamilton, maintenant qu'il a repris la tête de course, eh bien, il la lâche plus, hein. D'ailleurs, il suffit de voir les résultats. 97e victoire en Formule 1 pour Lewis Hamilton devant Max Verstappen et Valtteri Bottas. Perez 4e devant Norris et Leclerc. Suivent ensuite les Alpines de Ocon et d'Alonso. Ricciardo et Gasly ferment le top 10. Le meilleur tour en course est au crédit de Valtteri Bottas en 1:18.865. D'ailleurs, c'était une vraie course à l'échalote, cette histoire de meilleur temps. Ah si. C'était d'abord Perez qui le tenait. Et puis soft ça aide. Et ensuite, chez Mercedes, on s'est dit que déjà Valtteri pouvait aller le chercher. C'est ce qu'il a fait. Ils ont même pensé qu'Hamilton pourrait essayer. Il a dit non, j'y vais pas. Verstappen aussi a tenté. D'ailleurs, c'est lui qui avait le meilleur temps au drapeau à damier. Mais chrono annulé, limite de piste, FIA-AMG, tout ça, haters. Bon bah c'était pas la course la plus passionnante de ce début de saison, hein, on va pas se mentir. On a eu quand même quelques batailles sympas, hein, mais pas une course folle. Ah bah ça peut arriver, hein. N'empêche, on en a quand même vu Ocon avec son Alpine, on l'a beaucoup vu, il a quand même fait une belle course. D'ailleurs les Alpines, on va en parler tout à l'heure, hein. On a vu Mazepin aussi. Alors, pas pour faire un spin, hein. Pour faire chicane ambulante certifiée par Taki Inoue. Oui, c'est pour vous dire. Il a reçu une belle certification. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre on a vu... je sais pas moi, duel Schumacher-Latifi. Oui, Schumacher qui passe une Williams. Bah oui, je sais, c'était pas vraiment une belle course, quoi. C'était une course à stratégie. À savoir qui allait s'arrêter, qui allait maintenir ses pneus le plus longtemps possible, hein. D'ailleurs, à ce propos, bah, Hamilton, c'est quand même incroyable comment il arrive à trouver une deuxième vie pour ses pneus. Quand on voyait qu'ils étaient bien marqués, ces pneus médiums de son premier relais. Les pneus médiums qu'il a utilisés pour la qualification. Faut pas l'oublier, ça. Il a réussi à les maintenir. Il les a utilisés pour attaquer, bien sûr. Comme l'a fait Bottas, comme l'a fait Verstappen. Et quand même, essayer de retrouver une seconde vie pour signer les meilleurs tours en course juste derrière. C'est même arrivé à Daniel Ricciardo quand on lui demandait comment vont tes pneus. Oh bah, nickel, j'ai rien à dire. Non, on avait à faire une course plus stratégique qu'autre chose. Ah bah, si vous n'avez pas aimé Portimao, dites-vous que la semaine prochaine, on va à Barcelone. Encore pire. Bon, bah la course, voilà, c'est fait. Ah, c'est allé vite, hein. On va passer au bilan des équipes. On y va. On commence avec Mercedes qui nous a sorti la première ligne avec un poleman que l'on n'attendait pas. 7 millièmes qui séparaient les deux pilotes sur la grille pour rappel. Et surtout, une bonne prestation de ses pilotes. Ah bah, Hamilton qui gagne à nouveau, qui a su gérer ses pneus, je vous le disais, en utilisant donc la deuxième vie, hein. Bah, son premier était bon, hein. Et puis, il n'a pas eu course facile. Ah non, déjà, il s'est fait endormir par Bottas. Il s'est fait passer par Verstappen. Et surtout, il a dû remonter en dépassant ses deux pilotes. Et dans le dur. Ah bah, faut le dire.
Alors c'est dommage que d'ailleurs la réalisation n'a pas proposé d'autres vues de la retenue de Verstappen sur Hamilton. Il y a un moment, le Hollandais veut reprendre son bien. Il sévère, il veut repasser. Sauf que, à ce moment-là, bon, on ne voit que la caméra du museau. On s'en moque. Montrer sur le dessus, sur le côté, je sais pas. Bah non. D'ailleurs, Hamilton s'est même permis de le serrer. Un petit souvenir des mots-là. Mais on l'a pas vu. Non, on a juste vu le macadam, un morceau du nez de la Red Bull et puis plus rien. Ah, pourtant, la réalisation n'était pas aux fraises ce week-end. Là, on n'a pas compris. Il y a aussi le dépassement pour aller chercher Bottas. Il n'était pas aisé non plus. Le Finlandais ne voulait pas se faire passer. Ça, il a bien fait comprendre Hamilton. Mais ça n'aura pas suffi. Hein. D'ailleurs, Bottas, il a quand même fait une bonne course, il faut le dire. Ah, il a fait une bonne relance après la safety car. Il a mené la course comme il fallait. Et comme je le disais, il n'a pas rendu facile le dépassement d'Hamilton. Hein. Oh que non. On passe à Red Bull qui a dû faire face à une armada Mercedes et surtout avoir ces deux pilotes qui se sont rapidement rapprochés en qualification. Et ça, c'est plus arrivé depuis longtemps, même si Perez devançait Verstappen et Mola sur la grille. Mais avoir les deux Red Bull bien regroupés sur la grille, comme ça on continue, c'est vraiment intéressant. Bon, une bonne course de Verstappen qui aura tenté malgré tout de faire tomber les Mercedes sur le plan stratégique, hein. Bah, il a réussi à les avoir à un moment, avant de se faire rattraper, malheureusement. Bah, pourtant, il n'était pas ridicule, loin de là. Mais je note quand même que ces chronos annulés, ça lui coûte cher. Hein. Ah, c'est des petites erreurs qui nous font perdre la pole le samedi. Le meilleur tour en course, en fin de course en plus. Oui, ok, il a passé au-delà des limites de la piste. Mais ça coûte cher comme erreur. Et surtout, hey, cette rentrée au stand, le freinage comme un porc. Ah, franchement, il s'est donné, mais il n'est pas encore parfait. Ça va être à surveiller sur les prochaines courses, voir s'il arrive à apprendre de ses petites erreurs. Passons à Sergio Pérez qui a fait le boulot également. Alors, j'ai pas grand chose à dire sur le Mexicain. Il a fait une bonne qualif, une très bonne course aussi. Un long relais pour essayer de tenir, en vain. C'est un bon résultat. Et c'est ça qu'il doit faire pour Red Bull pour le compte du championnat. Il y a quand même quelque chose que je retiens. Son dépassement sur Norris. Comment vous dire? Là, il y a Norris. Là, il y a Perez. Mais qui vient carrément du Mexique pour le dépasser. Ah oui, non, mais le dépassement sur la McLaren, il venait de très loin. Hein. Bah, du Mexique, je viens de vous le dire. C'est fort. McLaren, c'est un peu compliqué de se faire un avis de ce week-end. Norris et Ricciardo travaillent bien en essai, mais la qualification ne montre pas les résultats du travail effectué. D'ailleurs, la dernière fois que Ricciardo partait aussi loin sur la grille, c'était en 2019 avec Renault. Avec le Grand Prix du Japon, de Singapour, tout ça. Ah oui, il partait loin. D'ailleurs, l'Australien a quand même réussi à remonter au classement pour finir dans les points. Mais un peu loin de l'objectif fixé, je pense. Mais il a réussi à revenir. Je sais qu'il peut encore faire plus avec cette voiture, j'en suis sûr. Ça va demander encore du temps. Quand ses patrons visent quand même Monaco. Oui, c'est un peu bizarre de le dire, mais voilà. Ils donneront encore des excuses pour Ricardo jusqu'à Monaco. Après, mais bon, faut pas désespérer. Hein. Du côté de Norris, il confirme encore son potentiel. Il monte encore en puissance, même s'il termine un peu loin de son podium ou de Bahreïn. Hein, mais voilà, il confirme ses progrès et ça, c'est une bonne chose pour la suite. Ça va être à surveiller. Oui, il y a plein de choses à surveiller, je sais. Aston Martin qui essaye de progresser avec une voiture qu'ils ne comprennent toujours pas. Bah, une voiture qui ne devait pas rouler en 2021, bien sûr. Mais ça commence à aller mieux déjà pour Vettel, qui accède dans le dernier panier de la qualification pour la première fois de l'année. Quand son coéquipier se retrouve loin sur la grille, allez hop, on inverse les rôles chez les Anglais. Bon, est-ce qu'on parle de résultats? Oui, on va en parler. Parce que la course, elle fut compliquée. Très compliquée. Ah, les voitures ont fini loin. Pas une bonne prestation de l'équipe de Silverstone.
Ils n'ont pas été vraiment dans le coup ce week-end. Et ça, c'est ennuyeux. Si, ils vont perdre gros avec un midfield qui évolue vite et qui même commence un peu à se dessiner. Ça va être à suivre aussi. À rajouter, à suivre. Je ne pense pas que la course du Portugal soit significative pour le progrès d'Alpine. Mais l'équipe progresse, voilà, autant le dire, hein, même si c'est pas flagrant. Mais regardez ce résultat. On voit aussi cette progression de Ocon face à son vétéran de coéquipier, quand on disait que, bah tiens, tu vas voir, Ocon il va se faire bouffer. Ah non. Là, pour l'instant, c'est Ocon qui mène la danse. Et en plus, on a les deux voitures qui terminent dans les points. On les a beaucoup vues à l'image. C'est vrai qu'ils nous ont régalé à Portimao, oui, cherchez le nom. Alors que c'est Ocon qui a réussi une belle course, qui a livré une belle lutte face au Ferrari. Et puis Alonso qui a surmonté comme un fou. Il est allé chercher les points l'Espagnol. D'ailleurs, on voit qu'il dispose encore d'une meilleure stratégie par rapport à Ocon. Bon, il termine derrière le Normand, mais c'est pas anodin. Parce que oui, c'est vrai que certains jugeaient que Alonso avait une meilleure stratégie par rapport à Ocon. Mais Alonso, on ne lui a fait plus, hein. Oh que non. En tout cas, ce qu'a fait Alpine ce week-end au Portugal, c'est bon signe. Ça va peut-être même faire fermer certains clapets à ceux qui les voyaient déjà finis dès la première séance de Bahreïn. Oh que oui. Alors Ferrari commence à revenir dans le match, et surtout avec deux pilotes qui se sentent bien à l'aise dans leur voiture. Mais ce qui peut les ralentir, et ça a été le cas, bah ça a été la stratégie de leur équipe, hein. Ah bon, on peut pas être partout, hein. D'ailleurs, ça s'est vu, hein, on rigole, mais ça s'est vu. Ils ont tenté deux stratégies différentes pour leurs pilotes. Leclerc en dur, Sainz en soft, et c'est l'Espagnol qui en a fait les frais, le pauvre. Il a perdu en performance assez rapidement, je trouve. Il est même mal classé, 11ème. Ah, il n'a pas vécu une sinécure, hein. Contrairement à Leclerc qui signe un résultat correct. Mais encore. Oui, Ferrari revient, mais malgré tout, il y a encore des inquiétudes parce que cette fois, ils n'ont pas réussi à placer les deux voitures dans les points, alors qu'elle en est capable. C'est vrai qu'il y a du progrès, mais ce n'est pas logique d'avoir tenté deux stratégies différentes. Enfin, pas tenter, si, il fallait tenter le tout pour le tout, peut-être que les deux auraient marché, surtout une en fin de course. Non, ça n'a pas été le cas. Bien essayé, mais ça n'a pas été le cas. C'est un peu dommage parce que je pense que Ferrari perd quelques points supplémentaires sur le championnat constructeur. Vous verrez après. Autour de la petite Scuderia cette fois, qui n'est pas à l'aise ce week-end. Hein, voilà. Malgré le petit point décroché par Gasly, l'équipe de Faenza n'était pas dans sa plus grande forme. Assez loin de ce qu'ils ont fait sur les deux dernières courses. Gasly a pu batailler pour avoir un résultat plus que correct, tandis que Tsunoda s'est classé loin, également en proie avec une voiture peu performante. Une course un peu à oublier pour AlphaTauri. Ah, et puis, ça me fait penser. Si seulement Tsunoda pouvait essayer d'arrêter d'abuser des limites de la piste, ah bah il s'est fait engueuler en course, hein. Alfa Romeo qui progresse encore un peu, déjà avec cette belle deuxième place de Giovinazzi en qualification, ce qui montre que l'Italien commence à monter en puissance, tandis que Raikkonen fait du surplace. Bon, déjà, faut dire que premièrement, il a été gêné en qualification, et puis surtout en course, il a fait des conneries, hein. Ah ouais, il s'est accroché avec son coéquipier, trop occupé à faire des réglages sur son volant. Alors Raikkonen a reconnu sa faute, faut le dire. Il a dit que voilà, je faisais des réglages et tout, c'est bête, mais voilà, c'est ma faute, j'ai fini au tas, merci, au revoir. Bon, c'est sympa de le reconnaître, hein, il va pas blâmer. D'ailleurs, heureusement, il n'a pas rendu la course difficile à Giovinazzi qui a quand même tenu le rythme, mais qui n'a pas fini là où on aurait espéré. Bon, il a fini 12ème, quoi, de là où il est parti. Alors, je pense que ça va être encore dur pour Alfa Romeo d'aller chercher des points. Il faudrait vraiment un cataclysme en tête de course pour qu'il monte. Ou dans le midfield, ça dépend. Vous savez quoi? J'ai du positif pour As. Avec Mick Schumacher qui commence à comprendre le fonctionnement de cette voiture, qui est encore délicate,
Mais là, il commence à se rapprocher des Williams et même des Alfa Romeo. Oui. Bon, c'est toujours une tannée à conduire cette As, hein, on va pas se mentir. Hein. Quand il était en lutte avec Latifi en course, il sait non seulement se battre avec Latifi et sa propre voiture, ah bah faut le faire. Mais n'empêche, il a réussi à gagner son duel face à la Williams. On voit vraiment qu'il progresse. Puis c'est comme ça qu'on apprend, hein. Et puis, ben, pour son coéquipier Mazepin, hein, j'ai rien à dire. Si, il devrait peut-être passer plus de temps à la salle hein, pour muscler son cou. Si vous voyez pas de quoi je parle, allez fouiller un peu sur les réseaux sur internet. Vous comprendrez. Parce que avoir deux mousses sur le côté du casque, en IndyCar, ça peut se comprendre. Mais quand t'es en Formule 1... Allez, on finit avec Williams, où la performance de Russell en qualification a été reçue comme une petite victoire de l'équipe des Groves. Ah bah c'est une nouvelle performance de l'anglais qui veut se rattraper après son accident d'Imola. Mais alors par contre, le fait d'avoir choisi un procédé radical pour la voiture lui fait perdre un excellent résultat. Ah si, il termine encore loin au classement. Quand on sait de quoi il est capable et comment il se bat avec cette voiture, ah c'est triste. Et puis pour Latifi, j'ai pas grand chose à dire, même s'il a lutté face à Schumacher, j'ai rien de plus à ajouter. C'était le bilan des équipes, hein, et puis on passe déjà au classement des constructeurs et des pilotes. Oui, on est allé vite, hein. Allez, on passe au classement. Le classement des pilotes, c'est Lewis Hamilton, 69 points devant Max Verstappen qui en compte 61. Lando Norris est 3ème avec 37 points devant Valtteri Bottas qui en compte 32, rattrapé par Charles Leclerc qui en compte 28. Sergio Perez de 6ème avec 22 points devant Daniel Ricciardo et Carlos Sainz. Esteban Ocon intègre le top 10 avec 8 points devant Pierre Gasly qui en compte 7. Dans la deuxième partie du tableau, Lance Stroll 11ème avec 5 points devant Fernando Alonso qui devance aussi Yuki Tsunoda. Et derrière, on a 7 pilotes qui ont 0 points, Raikkonen, Giovinazzi, Vettel, Russell, Schumacher, Mazepin, Latifi. Et du côté des constructeurs, Mercedes toujours leader avec 101 points devant Red Bull qui en compte 83. McLaren s'accroche à la 3ème place avec 53 points devant Ferrari qui en compte 42. Alpine remonte avec 13 points et la 5ème place devant AlphaTauri et Aston Martin. Alfa Romeo, Williams et Haas sont toujours à 0. On est déjà à 3 courses, et on peut déjà tirer une première tendance. Bon, duel Hamilton-Verstappen, ça on l'a compris, mais il y a des pilotes qui sont assez regroupés selon leurs résultats, ça c'est intéressant. Puis du côté constructeur, eh bien Red Bull n'est pas si décroché que ça finalement par rapport à Mercedes, et ça vous voyez c'est intéressant. Je pense même qu'on aura une lutte pour la 3ème place constructeur, et qu'on peut commencer à placer la tête du midfield au niveau de la 5ème position. Mais on n'a eu que 3 courses, hein, ça reste à confirmer. D'ailleurs, je pense que ça serait intéressant de faire des points réguliers sur la tendance du championnat. Qui c'est qui performe, qui c'est qui régresse. Ça peut aider pour se faire une idée du plateau dans un temps précis. Je pense qu'il y a un petit rendez-vous derrière à programmer. Bon, avant de vous quitter, je voudrais vous parler d'un livre qui vient de sortir. Le voici, Doublure, de Jean-Claude Laniez. Jean-Claude Laniez, champion de France en production et GT3, vainqueur des 24 heures du Mans en 1997 sur une Porsche GT2, mais aussi cascadeur et patron de Ciné Cascade. Alors, il parle de quoi ce livre ? Jean-Claude Laniez évoque dedans ses souvenirs de carrière de pilote, des tournages de cinéma, ses rencontres avec le regretté Rémi Julien, Jean Todt, Danny Boone, Jackie Chan aussi. Non, je plaisante pas. Il évoque aussi comment on lui doit des scènes de cascade qu'on ne peut pas oublier. Souvenez-vous, la mémoire dans la peau avec Matt Damon, cette course-poursuite dans Paris avec la Mini. Rien déclaré avec la 4L. Le perdu qui a cartonné sur Netflix l'année dernière. Alors, pourquoi vous parlez de ce livre ? Eh bien, il raconte la double vie de ce personnage hors du commun. Reconnu comme pilote, reconnu aussi comme chef d'orchestre sur les scènes de cascade, par les tournages. Et surtout, d'où vient son amour pour les voitures ? Je peux que vous le conseiller, on apprend quelques anecdotes de tournage, de courses, et aussi de rencontres exceptionnelles.
Il y a aussi des témoignages d'acteurs, de réalisateurs, de pilotes qui sont très intéressantes et qui nous montrent comment ce personnage est, est vraiment réputé dans son métier, que ce soit en tant que pilote ou que ce soit sur un plateau de tournage. Puis surtout, il évoque un projet lié à la Formule 1 et à la Prost. C'est Très honnêtement, j'ai été surpris dans sa lecture de voir tout ce qu'il a pu faire dans sa carrière, en 50 ans de carrière même. Les courses qu'il a pu remporter, des films qu'il a pu, auxquels il a participé, comment il a aussi pu visiter, et ça c'est très rare, l'instructeur F1 du Ferrari à Maranello. Non, franchement, ce livre, il faut le lire. Très honnêtement, c'est une bonne surprise. Et on apprend beaucoup de choses. Bon, oui, je sais pas vendre un livre, c'est pas mon boulot, mais écoutez, je peux que vous le conseiller. Doublure, signé Jean-Claude Laniez, c'est aux éditions Solar. Lisez-le, il est génial. Je sais qu'il y a beaucoup de livres sur le sport auto en ce moment. Lisez-le, il est exceptionnel. Enfin bref, c'est dessus que la vidéo se termine. Bah, merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, à partager vos avis pour ce Grand Prix du Portugal. On se retrouve très vite pour le prochain Grand Prix. Cette fois, on part à Barcelone et exceptionnellement, le débriefing devrait sortir un peu plus tard. Oui, parce que je vais me faire tout un week-end en léger différé du studio en enregistre. Oui, bah ça peut arriver, hein. En tout cas, merci à vous, bravo et à bientôt.